Bien, bonjour et bienvenue pour ce grand thème CIO Le Monde Informatique sur le sujet de la data. Et aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement de l'IA. Et j'ai le plaisir de revoir en plateau Gilles Babinet. Bonjour Gilles. Bonjour. Donc Gilles, vous êtes serial entrepreneur, vous êtes coprésident du Conseil national du numérique, vous êtes aussi digital champion pour la France auprès de la Commission européenne et auteur, notamment vous sortez ce livre aux éditions Odile Jacob, donc comment les hippies, Dieu et la science ont inventé Internet. Nous allons en parler notamment à travers l'intelligence artificielle. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est que on parle beaucoup d'IA, c'est vraiment le sujet du moment, mais auparavant il y a eu des ruptures technologiques, il y a eu la machine à vapeur, il y a eu l'électricité, Internet dont vous parlez dans le bouquin. Est-ce que là on est vraiment sur une véritable nouvelle rupture technologique ou est-ce différent aujourd'hui ? Pour le résumer, moi, ce que je tendance à dire, c'est que ça fait 30 ans que je suis dans Internet et j'ai jamais vu un truc pareil. Donc c'est vraiment majeur et je pense que c'est la rupture d'ailleurs qu'on attendait depuis 30 ans, c'est-à-dire avant même que le TCP/IP arrive en France, etc. On savait que le jour où on serait capable de mettre en œuvre des intelligences artificielles à large échelle, eh bien on aurait quelque chose qui contaminerait l'ensemble de l'économie, l'ensemble de la société. Ce moment est en train d'arriver. En réalité, il est arrivé en Chine un peu plus tôt, puisqu'il est arrivé quand Lee Sedol, champion de Go national, s'est fait battre par AlphaGo, une implémentation développée par DeepMind, qui est une filiale de Google. Donc les Chinois ont été traumatisés par ce moment-là. Et en fait, Xi Jinping a dit il faut qu'on fasse un grand plan sur l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il y a peu de pays au monde qui se sont autant mis en mouvement autour de l'intelligence artificielle qu'à ce moment-là. Nous, on a dû attendre finalement OpenAI, ChatGPT. Pour toucher du doigt la réalité. Et là, tout le monde a compris. Tout l'Occident, d'ailleurs, au-delà de ça, s'est dit ok, c'est un truc absolument majeur. Et on voit bien que c'est transformatif de l'économie et de la société. Est-ce que vous pensez que ça touche aussi à l'esprit ? C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est des ruptures technologiques, ça touche à beaucoup de choses, mais là, on touche vraiment limite à l'esprit humain. Oui. Enfin, la révolution anthropologique numérique, elle est là depuis quand même quelques années. On voit bien que notre capacité de concentration, c'est plus la même qu'auparavant, qu'on utilise moins la mémoire. Et ça, c'est parce qu'on sait que finalement, notre mémoire la transfère dans le réseau d'une certaine manière. Là où c'est quelque chose qui est assez déstabilisant, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de choses sensées qui peuvent être édictées par ces machines. Et de fait, notre rapport à la vérité, notre rapport à l'altérité est profondément modifié. Très bien. Dans votre ouvrage, vous faites un parallèle entre la science-fiction et en fait, le rôle de la science-fiction dans l'innovation. Est-ce que là, aujourd'hui, on voit réellement des choses sortir de romans de science-fiction quand on touche à l'IA, c'est-à-dire là, ça devient réalité? En fait, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que je voulais essayer d'expliquer pourquoi est-ce que vous avez des nations qui sont innovantes et d'autres pas. Parce qu'en réalité, si je prends le Japon ou l'Allemagne, c'est des pays qui sont technologiquement très avancés, mais qui ne sont pas du tout à l'avant-garde de cette révolution numérique. Et ça, c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse évidente. Donc j'ai essayé de comprendre ce qui caractérisait la Silicon Valley, et très clairement, il y a quelques notions extrêmement fortes. Il y a la capacité de rêver, et dans le rêve, il y a la science-fiction. Quand j'interroge Vint Cerf, qui est l'inventeur de TCP/IP, d'Internet, il me dit j'aurais pas eu la science-fiction, j'aurais pas fait TCP/IP comme ça. Il faut savoir rêver un peu, c'est se projeter, d'imaginer, c'est le poids de l'imaginaire, en fait. Voilà, et si vous avez, pour nos spectateurs, un enfant qui s'intéresse à la science-fiction, potentiellement à la philosophie, potentiellement à des choses qui permettent de vraiment se projeter dans des univers différents, c'est une bonne nouvelle parce que les technologies auxquelles nous faisons face sont des technologies qui sont plus incrémentales. C'est pas le moteur explosion qu'on améliore pendant 150 ans. C'est des trucs complètement nouveaux. Vraiment de rupture. D'ailleurs, il y en a plein autour de nous. Ce matin, j'ai fait un tweet sur une nouvelle catégorie de microprocesseurs qu'on appelle les DPU, pour Data Processing Unit. Quelque chose d'architecture totalement nouvelle. Les larges langages modèles, c'est complètement nouveau. Les architectures informationnelles, maintenant, c'est plus du cloud, c'est du edge, etc., etc. Le quantum, tout ça. Voilà, donc on est dans un univers où il y a des ruptures majeures, et finalement, l'une des capacités que l'on a de les approcher, c'est vraiment d'aller chercher des concepts qui sont très déstabilisants pour nous par rapport à le cadre culturel technologique que l'on connaît. Alors vous parlez aussi dans votre ouvrage de ces fameux hippies, avec ces libertaires, avec cet esprit un peu collectiviste qui ont
participé, qui ont fait le fondement d'Internet, notamment avec le réseau maillé, le partage, en fait, l'esprit de partage, tel qu'on pouvait le voir dans les années 70 et 80. Et là, est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont en train de réfléchir sur l'IA, alors les mêmes ou leurs héritiers? Est-ce qu'on a encore cet esprit un petit peu d'hippie, de libertaire, de collectivisme sur l'IA? Alors, Internet, il n'a pas été exactement inventé par des hippies, il a été inventé par Vint Cerf et Bob Kahn, qui ne sont pas des hippies, qui sont des chercheurs, et qui étaient en proximité avec le monde. Ouais, vous dites dans votre livre qu'en fait, c'était pas siloté, quoi. Donc, on pouvait Exactement. être dans un concert de rock, rencontrer des hippies, Exactement. et puis dans la journée, être au bureau, quoi. Exactement. Et puis, on peut avoir des gamins qui sont des hippies, on a ses voisins qui en sont et tout ça. Et finalement, ces sociétés, elles étaient quand même en superposition assez forte, à la fois géographique, mais aussi idéologique. C'est-à-dire que on voyait bien que cette idée de communauté autonome et cette idée de micro-ordinateur et de décentralisation, elle était présente. D'ailleurs, la décentralisation, Vint Cerf m'a dit, mais en fait, on sentait bien que les systèmes verticaux, c'était en train d'être dépassés. Et il y avait toute cette idée de communauté qui se créait autour de la Silicon Valley. Et quelque part, quand on a inventé TCP/IP, on avait aussi ça à l'esprit, quelque part. La science-fiction aussi amène cette idée de système informationnel décentralisé. Il n'y a pas une étoile noire qui contrôle tout le système. Il y a un système qui est décentralisé, très autonome, avec des galaxies qui sont indépendantes, etc. Donc ça répond à ça aussi. Et aujourd'hui, c'est le cas avec l'IA? C'est toujours le cas? Ce sont les héritiers qui sont aux manœuvres, à la manette? Je pense que c'est quelque chose qui est un peu difficile. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens qui sont des innovateurs de rupture, des Yann LeCun, des Jeffrey Hinton, des Joshua Bengio, etc. Mais ils disent assez souvent, d'ailleurs Joshua Bengio le dit, on se rattache quand même à ce mythe initial, à la science-fiction, à ces notions-là. Et je pense qu'on pourrait être plus nombreux à avoir cette culture-là aujourd'hui et que ça ferait pas de mal. Alors, à chaque fois, je dirais, enfin à chaque fois dans ces ruptures, à chaque fois, je dirais le capitalisme, j'allais dire la raison, mais c'est pas de la raison, mais le conservatisme reprend la main. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'IA, quand on voit un peu le poids des US, l'aspect un peu protectionniste, qui essaie en fait de préempter le marché? Est-ce qu'on revoit un petit peu cet esprit un peu capitaliste qui reprend la main? Alors, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a eu les hippies, un idéal extraordinaire qui a perduré jusqu'à, à mon avis, le début des années 2000, même s'il n'y avait plus de hippies, évidemment. Et puis après, à partir des années 90, il y a eu la globalisation et les marchands qui ont créé les clouds. Et c'est vraiment les marchands qui sont arrivés, qui ont fait de l'argent avec Internet. Auparavant, Internet, c'était un truc universitaire, c'était interdit de faire du commerce dessus. Et puis, il y a eu un dévoiement de l'idéal. C'est-à-dire que ces gens-là ont été voir les régulateurs et leur ont dit « Vous y comprenez rien, laissez-nous faire, on va faire un monde génial ». En réalité, ils ont fait TikTok, ils ont fait de la désinformation et là, il y a une reprise en main de la régulation. Mais en même temps qu'il y a cette reprise en main de la régulation, il y a aussi un mouvement réactionnaire qui se crée dans la roue de 2008, de la crise financière, et qui dit « On ne peut pas faire confiance aux États, il ne faut pas les laisser faire ». Et donc, nous, on va faire des systèmes autonomisés, mais réactionnaires. C'est Peter Thiel, le parangon de ça. Donc, c'est l'un des inventeurs de PayPal. C'était un ancien collègue de Elon Musk. Et puis, dans la roue de ces gens-là, il y a toute une catégorie de gens qui sont des techno-rationalistes et qui disent, finalement, il faut créer un monde hyper compétitif où les machines sélectionneront les meilleurs et on va éliminer tous ceux qui ne suivront pas. Quel est le poids de l'Europe dans tout ça? Parce que là, on a l'impression qu'on est dominé par les US, pas une impression. Et quel est le poids de l'Europe et de la France en particulier sur ce marché? Il est faible parce que l'Europe est restée dans une ère industrielle. Elle est restée dans une culture industrielle de commandement. Elle n'a pas été capable de rêver, elle n'a pas été capable finalement d'envahir des nouveaux univers. Il y a plein d'univers qu'on peut potentiellement envahir. Et il n'y a pas eu finalement une forme de rupture conceptuelle très très forte qui a eu lieu au sein de la guerre du Vietnam aux États-Unis, où finalement on s'est dit la contestation, elle crée une catégorie de penseurs qui sont autonomes, d'entrepreneurs qui sont autonomes et qui vont contre le système. Nous, on n'a pas eu cette espèce de dissension très très forte qui a créé des innovateurs qui n'ont pas envie d'être dans la roue des autres. Quand vous allez voir une start-up aujourd'hui, elle veut qu'une seule chose, c'est faire un deal avec une entreprise traditionnelle. Et ça, c'est dommage.
Est-ce que, vous dites aussi qu'il faut faire un pas de côté, hein, il faut y avoir un petit peu ce grain de folie. Est-ce qu'on est capable encore de le faire en France? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour insuffler un petit peu cet esprit un peu de folie au sein des entreprises, des startups françaises? La France, c'est le pays de Descartes, hein, et donc c'est le pays qui procède beaucoup de la raison. Je pense que c'est un peu difficile pour nous de faire ça. On a un domaine où conceptuellement on casse les barrières, c'est celui des mathématiques. Les maths, ça vous pousse à penser hors du cadre, et donc on a quelques startups, notamment dans le quantique, qui sont vraiment des startups très très scientifiques, qui sont assez prometteuses. On ne comprend pas, moi je pense que les politiques, là où ils ne comprennent pas ce qui se passe, c'est cette nécessité de sortir du cadre et de créer des contextes qui sont forts. Moi, personnellement, je pense que faire en sorte que on gamifie les mathématiques, c'est fondamental. Si on n'arrive pas à faire ça, on ne saura pas tirer avantage de cet aspect-là. Il faut créer une culture populaire de l'intelligence artificielle, des maths, et on peut faire des grandes choses à partir de ça. Et paradoxalement, il faut que ça soit ludique, c'est ce que vous dites en fait aussi. Faut que ce soit très très répandu, il faut que ce soit extrêmement massif, et je suis assez surpris du fait qu'on mette de l'argent dans Normal Sup et Polytechnique, mais qu'on ne comprenne pas qu'en dessous il y a une pyramide à créer qui va alimenter le haut, évidemment, mais qu'on ne peut pas avoir 50 mecs qui sont chaque année les meilleurs de tout. C'est pas comme ça qu'on crée une révolution technologique. Et Gilles, est-ce que vous pensez que vous avez encore ce grain de folie? Est-ce que vous êtes capable encore de nous surprendre? En fait, en vieillissant, je suis moins un entrepreneur, et en soi, ça m'inquiète parce que je me dis, voilà, je m'embourgeoise, et je suis moins capable de faire ça. À un moment, je pense que je vais m'approcher du plongeoir, et puis je vais plonger sans savoir s'il y a 5 mètres ou s'il y a 25 mètres, quoi. Je vais essayer de faire ça. Très bien, écoutez, vous reviendrez nous voir lors de ce grand saut. En attendant, vous pouvez donc jeter un œil, même l'acheter, et aller vous pencher un peu sur l'histoire d'Internet. C'est un peu la convergence de ces esprits hippies, libertaires, de la fin de la guerre du Vietnam, de l'évolution un peu des systèmes jusqu'à aujourd'hui pour comprendre l'avenir. Il faut se pencher sur le passé. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau, Gilles. Merci beaucoup. Et puis nous, on se donne rendez-vous donc pour un prochain grand thème de CIO, le monde informatique.